On nous fit signer un document de confidentialité, sous prétexte que nous avions vu une version non validée, abandonnée. Caillou est sans doute l'un des dessins animés les plus innocents, les plus doux, les plus plats même, pour certains. Pourtant, selon une source interne à Cookie Jar Entertainment, le studio à l'origine de la série, il existe un épisode de test qui n'a jamais été validé, car jugé émotionnellement instable pour les enfants. Son titre, Grandir fait mal. Un titre simple. Trop simple. L'épisode aurait été produit dans les toutes premières phases de développement de la série, à une époque où les créateurs cherchaient encore le bon ton à adopter. Il aurait été diffusé une seule fois, en interne, devant un groupe de parents et de conseillers en développement de l'enfant. Il n'a jamais été montré publiquement. Le fichier a été retrouvé par un technicien parmi les premiers tests de mixage audio. L'épisode commence sans la chanson thème. L'image s'ouvre sur un plan fixe de la chambre de Caillou. Il est assis sur son lit. Il ne joue pas. Il ne parle pas. Il regarde ses mains. Le narrateur, d'ordinaire enjoué et rassurant, parle d'un ton plus posé, presque inquiet. Caillou se sentait étrange, aujourd'hui. Quelque chose n'allait pas. Il sentait que quelque chose changeait. Caillou se lève. Il va dans la salle de bain, regarde son reflet. Il se tire doucement la joue. Il touche son crâne chauve. Puis il dit une phrase qui n'apparaît dans aucun autre épisode. « Pourquoi je reste petit ?» La caméra suit Caillou dans le salon. Maman et papa sont là, mais figés. Ils ne parlent pas. Ils regardent la télévision, mais celle-ci est éteinte. Rosie, sa sœur, est assise au sol, dessinant frénétiquement des spirales rouges sur une feuille blanche. Aucun son. Aucun bruit d'ambiance. Caillou demande à ses parents, « Pourquoi je ne grandis pas ? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas réel ?» Le narrateur se tait. À partir de ce moment, l'épisode se fracture. Les transitions deviennent floues. L'image saute parfois. On voit Caillou courir à travers une école vide, appelant des amis qui ne répondent pas. Des flashs rapides montrent son visage en gros plan, de plus en plus distordu, les traits tirés, les yeux rougis. À un moment, il entre dans une pièce vide, sauf pour une seule chose, une version adulte de lui-même, grande, le dos tourné. Caillou adulte ne parle pas. Il se retourne lentement. Son visage n'a pas de bouche. Juste deux yeux creux. La scène suivante est un retour dans sa chambre. Tout est en désordre. Les jouets sont cassés, la lumière est grise. Caillou s'assoit à nouveau sur son lit. Il regarde la caméra. Et dit, « Maman m'a dit que grandir, c'est devenir fort. Mais ça fait mal. Et je n'y arrive pas. » La musique démarre alors, mais ce n'est pas le thème joyeux habituel. C'est une version lente, mineure, presque dissonante de la chanson de Caillou. Pendant qu'elle joue, des images défilent, un arbre qui perd ses feuilles, un dessin d'enfant froissé, une horloge sans aiguille. Enfin, le dernier plan, une photo de Caillou, seul, posé sur une étagère poussiéreuse. Puis, un carton noir, sur lequel est écrit « Parfois, il ne suffit pas de vouloir grandir. » Fin. Les quelques personnes ayant assisté à la projection de test ont tous témoigné du malaise généré par l'épisode. Un psychologue présent dans la salle aurait déclaré « Cet épisode n'enseigne pas la peur de grandir. Il la transmet. » L'épisode a été immédiatement verrouillé. Le fichier numérique a été effacé. Seules quelques copies internes existent encore, sans être répertoriées. Mais plusieurs employés affirment que certains éléments de cet épisode ont été intégrés plus tard, par fragments, dans des flashbacks rapides ou des visages d'arrière-plan. Pour celui qui cherche. Et parfois, dans le silence entre deux répliques de Caillou, on croit entendre une autre voix, plus âgée, plus triste, qui murmure « J'aurais voulu rester petit, pour ne jamais sentir ça. » Tout a commencé sur un forum obscur consacré aux vieilles bandes de dessins animés.
Un utilisateur anonyme y avait publié un message intrigant. Il affirmait avoir trouvé une bobine originale datant des années 30 dans une vente aux enchères privée. Cette bobine, étiquetée simplement suicidemousse.avi, portait le logo de Disney, mais quelque chose semblait étrange. L'étiquette était écrite à la main, tremblante, et la bande dégageait une odeur de brûlé. Par curiosité, il décida de numériser le contenu et de le publier. La vidéo dura un peu plus de 9 minutes. Les premières minutes montraient Mickey Mouse marchant le long d'une rue répétitive, les immeubles se répétant à l'infini, sans aucune musique. Son visage était vide, comme s'il n'exprimait rien. Il marchait, encore et encore, pendant presque 6 minutes, sans aucun changement. Puis le fond sonore changea. Un bruit statique, d'abord discret, devint de plus en plus fort. Ensuite, ce furent des cris, humains, mais déformés, douloureux. Mickey continuait de marcher, mais ses traits commencèrent à se déformer. Ses yeux tombèrent, sa mâchoire se disloqua. À la 8e minute, les images se brouillèrent, mais on pouvait distinguer des flashs de photographies en noir et blanc. Des corps mutilés, des enfants en pleurs, des paysages apocalyptiques. Le tout accompagné d'un hurlement ininterrompu. À la toute fin, Mickey s'arrêta enfin. Il regarda la caméra, son crâne à moitié ouvert. Un texte apparut brièvement en russe, disant « La souffrance est éternelle. La mort est un soulagement. » Puis l'écran devint noir. Le forum où la vidéo avait été postée fut fermé peu après. L'utilisateur d'origine ne donna plus jamais signe de vie. Des rumeurs prétendent que ceux qui ont vu la vidéo en entier ont sombré dans une profonde dépression. Certains auraient disparu, d'autres se seraient suicidés. Disney n'a jamais reconnu l'existence de cette bande. Et pourtant, certains affirment l'avoir retrouvée dans les tréfonds du dark web. J'ai toujours été fasciné par les Simpsons, surtout les premières saisons, qui avaient une ambiance bien plus sombre et parfois même philosophique. Ce n'est qu'en 2011 que j'ai entendu parler pour la première fois d'un épisode perdu qui circulait sur certains forums privés de collectionneurs de VHS et de cassettes télé. Son titre n'était jamais mentionné ouvertement, on l'appelait simplement Dead Bart. L'histoire veut que cet épisode ait été produit quelque part entre la première et la deuxième saison, écrit personnellement par Matt Groening. Mais selon ceux qui l'avaient vu, Groening aurait quitté le studio en pleurant le jour de la première projection, refusant catégoriquement de parler de ce qu'il avait écrit. Il aurait exigé que la bobine soit détruite. Un utilisateur d'un ancien forum consacré à la télévision américaine prétendait avoir récupéré un RIP de cette bande sur un serveur FTP russe. Il m'envoya un lien protégé par mot de passe. Le fichier s'ouvrait sur une intro standard, mais bizarrement déformée. L'image sautait, le ciel était d'un gris métallique, sans nuages. L'animation était saccadée, comme si chaque scène avait été dessinée avec une main tremblante. L'épisode commençait avec la famille Simpson embarquant dans un avion pour des vacances. Rien d'étrange, jusqu'à ce que Bart ouvre la porte d'urgence et soit aspiré dans le vide. Le plan se figea sur les visages de Marge, Lisa et Homer. Aucun son, juste leur expression d'horreur figée pendant plusieurs secondes. Puis écran noir. Quand l'image revint, elle était granuleuse, statique. L'animation n'avait plus aucun fond. La maison des Simpsons était vide, délabrée. Marge restait assise à la table de la cuisine, fixant un mur vide, les yeux en sang. Lisa errait dans le couloir, chantonnant une mélodie incohérente. Homer regardait par la fenêtre, murmurant « Il n'a jamais touché le sol, jamais touché le sol. » Encore et encore. Puis, la caméra se déplaça dans une séquence entièrement silencieuse, comme un long travelling à travers Springfield. Il n'y avait aucun bruit, aucun mouvement, juste des bâtiments vides et en ruine. La palette de couleurs était presque entièrement grise, avec quelques touches de rouge. En fond, des visages difformes apparaissaient brièvement dans les vitres des maisons. Ils fixaient l'écran. Vers la fin de l'épisode, la scène montrait la chambre de Bart, recouverte de poussière. Un zoom lent révélait son corps sur le lit, complètement décomposé, les yeux ouverts. Mais c'est l'expression sur son visage qui m'a glacé le sang.
Il souriait. Pas un sourire de dessin animé, mais un sourire humain, figé, étrange, inapproprié. Puis, sans transition, défilait une série de photos réelles. Des photos de cadavres d'enfants, d'accidents, de scènes de guerre. Chaque image était affichée pendant moins d'une seconde, mais suffisamment longtemps pour s'imprimer dans l'esprit. Certaines portaient la date de l'événement en rouge, d'autres n'avaient aucune explication. L'épisode se termina par un message en lettres blanches sur fond noir. Nous avons tous un Bart. Et nous le perdrons. Après avoir vu cette vidéo, le lien FTP devint inaccessible. Mon ordinateur planta complètement et je ne pus jamais récupérer le fichier. Je n'ai jamais retrouvé la même version depuis. Pourtant, je sais ce que j'ai vu. Et depuis ce jour, à chaque rediffusion des vieilles saisons, j'ai le même malaise, Bart ne cligne presque jamais des yeux. Et parfois, il regarde directement la caméra. J'étais un grand fan de Gravity Falls. L'humour, le mystère, les petits indices cachés partout dans la série, tout ça m'avait accroché dès les premiers épisodes. Après la fin de la série, comme beaucoup de fans, je suis resté sur ma faim. J'ai donc commencé à explorer des forums obscurs, à chercher des scènes supprimées, des concepts abandonnés. C'est là que j'ai découvert une rumeur persistante, mentionnée à peine à travers quelques vieux posts Reddit supprimés, la VHS de Gracie. D'après ces discussions, il existerait une vieille cassette contenant un épisode pilote inconnu. Un test de ton, produit bien avant la première diffusion de la série. Ce n'était pas un épisode perdu à proprement parler, mais plutôt un épisode caché, un brouillon jamais diffusé. Le nom Gracie Estap revenait souvent. Certains prétendaient que c'était une création abandonnée par Alex Hirsch lui-même, car l'épisode aurait été jugé trop perturbant pour le public ciblé. Par curiosité, j'ai contacté un collectionneur privé qui prétendait l'avoir. Il ne m'a pas renvoyé la cassette, mais un fichier vidéo mal encodé, accompagné d'un avertissement écrit « Ne regarde pas seul ». Et pas en entier. L'épisode démarrait avec les plans classiques de la cabane au mystère. Mais la colorimétrie était différente. Tout semblait baigné dans un ton verdâtre, presque maladif. Dippé et Mabel ne faisaient pas leur habituelle entrée. À la place, la caméra flottait dans la forêt. Pas de musique. Juste des bruits distants, comme des murmures dans les feuilles. Après plusieurs minutes de plan fixe, Dippé apparaît, seul. Il semble plus âgé, fatigué. Il tient une cassette VHS dans ses mains, sur laquelle on peut lire le nom Gracie au marqueur noir. Il entre dans la cabane vide et s'installe dans le salon poussiéreux. Il insère la cassette dans un vieux magnétoscope. Ce que nous voyons ensuite n'est plus Gravity Falls. C'est autre chose. La vidéo dans la vidéo est faite en stop-motion rudimentaire. Une petite fille en robe blanche, au visage flouté, erre dans une forêt en carton-pâte. Les arbres sont tordus, et leurs branches ressemblent à des bras. La petite fille se retourne plusieurs fois, comme si elle était suivie. Puis la vidéo tremble, se fige sur une image pendant plusieurs secondes, un dessin d'enfant montrant la cabane en feu, avec des yeux rouges dans les fenêtres. Dippé réagit dans la vidéo. Il semble reconnaître ce qu'il voit. Il se lève, paniqué, et sort de la cabane. La caméra le suit en plan fixe alors qu'il court à travers la forêt. Des voix commencent à se faire entendre, désynchronisées, chuchotées, certaines disant des choses comme « Tu l'as laissé partir » ou « Elle ne voulait pas être oubliée ». Finalement, Dippé tombe à genoux devant une pierre tombale. Dessus, un nom gravé à moitié effacé, Gracie Pinet. La caméra zoome lentement sur le visage de Dippé. Ses yeux sont vides. Il murmure, elle est restée dans la cassette. Elle me regarde encore. L'écran devient noir. On entend un bruit de bande qui tourne à l'envers. Puis un cadre, juste quelques secondes, une image fixe d'une fillette souriante devant la Mystery Shack. En bas, écrit au crayon, Summer 1993. Je n'ai jamais trouvé cette année mentionnée nulle part dans la chronologie de la série. Et le nom Gracie non plus. Officiellement, elle n'a jamais existé.
Pourtant, depuis que j'ai vu cet épisode, j'ai recommencé à regarder Gravity Falls. Et dans certains épisodes, j'ai remarqué des choses. Dans les reflets de vitres. Dans les arbres. Toujours la même silhouette floue. Toujours à côté de Deepé. Tout a commencé sur un vieux forum de discussion dédié aux souvenirs télévisés de l'enfance. Quelqu'un avait lancé un sujet intitulé « Qui se souvient de Camp de Cove ?» Un nom qui, à première vue, ne disait rien à grand monde. Pourtant, au fil des réponses, plusieurs utilisateurs ont commencé à se rappeler d'une étrange émission pour enfants, diffusée dans les années 70 ou 80, selon les souvenirs. Elle mettait en scène une petite fille nommée Janice, qui interagissait avec des marionnettes dans un univers de pirates. L'émission, selon eux, avait un ton étrange, parfois malaisant, mais ils ne pouvaient pas dire pourquoi. Les témoignages étaient flous. Chacun semblait se souvenir de détails différents, mais tous s'accordaient sur certains points. Les marionnettes bougeaient mal, comme si elles étaient animées par des mains maladroites. La mer semblait vivante. Elle respirait. Il y avait un personnage nommé Skintaker, un squelette vêtu d'un manteau cousu de peau humaine. Les épisodes se terminaient souvent sans conclusion, dans le silence. Ce qui devenait vraiment troublant, c'était quand un des membres du forum déclara avoir retrouvé un enregistrement. Il s'agissait d'un vieil enregistrement VHS, sans étiquette, trouvé dans le grenier de ses parents. Il le digitalisa et le partagea en ligne. La vidéo s'ouvrait sans aucun générique. L'image était granuleuse, saturée. Janice apparaissait seule, debout sur la plage. Les vagues se brisaient au ralenti. Derrière elle, le ciel était rouge, mais pas comme un coucher de soleil. C'était un rouge sale, agressif. Des marionnettes sortaient lentement du sable, comme tirées par une main invisible. Elles étaient immobiles, fixaient la caméra. L'une avait des orbites vides et des dents humaines. Une autre était simplement un sac, cousu grossièrement avec une bouche trop large. Janice s'adressait à elle, mais ses phrases n'avaient aucun sens. Elle disait des choses comme « Il faut trouver la dent du vent, ou il mangera le silence ». Le Skintaker faisait son entrée. Contrairement aux autres marionnettes, il semblait animé avec une fluidité surnaturelle. Sa mâchoire grinçait d'un bruit métallique, indépendant de ses paroles. Sa voix était grave, distordue, comme enregistrée à l'envers. Il disait « Tu sais pourquoi ta peau est douce, Janice ? Parce qu'elle n'a pas encore été cousue. » La scène suivante montrait Janice enfermée dans une pièce sans porte ni fenêtre. Les marionnettes l'observaient, tapant lentement du pied. Puis, sans transition, des cris d'enfants, déformés, envahirent la bande sonore. L'image se brouilla. Et un cadre étrange apparut, un plan très net d'une salle de classe vide, comme filmé par une caméra de surveillance. Il n'avait rien à voir avec l'émission. Après cela, silence. Écran noir. Une voix d'adulte, monotone, annonçait « Merci d'avoir regardé Camp de Cove. » Ce n'était jamais un rêve. Un utilisateur du forum, plus tard, dit avoir demandé à sa mère des souvenirs de l'émission. Elle aurait simplement répondu « Camp de Cove ? Je croyais que tu faisais juste semblant de regarder. Tu regardais un écran vide. » Depuis la diffusion de cet enregistrement, le forum a été archivé, puis fermé. Le fichier original a disparu. Certains prétendent que chaque copie de l'émission contient des images différentes, adaptées à celui qui la regarde. Il n'existe aucun enregistrement officiel de Camp de Cove dans les archives télévisées. Pourtant, des dizaines de personnes se souviennent de l'avoir vu. Ou croient l'avoir vu. Tu ne trouveras pas The Grifté sur YouTube. Même en fouillant le dark web, ce n'est pas garanti. La vidéo est devenue presque une légende urbaine numérique, évoquée dans des threads anonymes, dans les sous-sols des forums archivés, toujours accompagnée du même avertissement, ne regarde pas la vidéo jusqu'à la fin. Ne la laisse pas te regarder. Les premières mentions remontent à 2006,
dans un fil de discussion sur un forum underground dédié aux expériences paranormales liées à l'informatique. Un utilisateur, PH33 Artevoix, avait posté une question: quelqu'un d'autre a vu cette vidéo où l'on entend des cris d'enfants, avec une silhouette sans visage à la fin? Je ne dors plus depuis. Il décrivait une vidéo qu'il avait découverte via un lien mort dans un vieux blog russe. La vidéo, disait-il, durait un peu plus de 2 minutes. Elle commençait par des images floues d'un couloir vide, filmées avec une caméra tremblante. Un son de gouttes d'eau résonnait en fond, mais il semblait trop régulier, presque comme un battement de cœur. À mesure que la vidéo avançait, des images surgissaient, vite effacées. Une poupée sans tête, suspendue par les pieds. Un chien figé dans une position impossible, le regard tourné vers la caméra. Un lit d'enfant vide, qui grince sans raison visible. Une main gantée, posée lentement sur une vitre embuée. Le son se déformait progressivement, montant dans les aigus. À 1 minute 45, une séquence en noir et blanc montrait un homme assis dans un fauteuil, le dos tourné. Il bougeait à peine. Puis, lentement, il tournait la tête. Pas complètement. Juste assez pour que l'on voie qu'il n'avait pas de visage. À cet instant précis, disaient ceux qui avaient vu la vidéo, on ressentait un choc. Pas un simple sursaut, mais un malaise physique profond, comme un vertige, une nausée soudaine. Le bruit cessait d'être du son. Il devenait un sentiment. Une pression dans la tête, dans la poitrine. Et la vidéo se terminait. Ceux qui avaient regardé cette version jusqu'au bout rapportaient des phénomènes étranges dans les jours suivants. Bruit de pas dans des pièces vides. Silhouettes fugitives dans les coins de l'œil. Des cauchemars où ils se réveillaient dans une pièce sans porte, avec seulement un écran qui diffusait la vidéo, en boucle. Un employé d'un vieux centre d'archives vidéo à Belgrade aurait confirmé, sous anonymat, que la bande originale de The Grifté avait été extraite d'un lot de cassettes soviétiques confisquées dans les années 80. Officiellement, ces cassettes contenaient des tests de transmission analogique. Officieusement, certaines d'entre elles auraient été utilisées dans des expériences de conditionnement mental. On ne sait pas qui a créé The Grifté, ni pourquoi ce nom a été attribué à la vidéo. Ce n'est jamais mentionné dans la bande. Mais un détail est toujours là, selon chaque témoignage, au tout début, juste avant le couloir, il y a une seule image fixe. Un visage flou, d'un homme ou d'une femme. Ce visage, disent-ils, semble vous reconnaître. Et il sourit. Juste un peu. Certains disent que si tu regardes vraiment la vidéo, si tu t'imprègnes du malaise qu'elle crée, tu commenceras à comprendre ce qu'est The Grifté. Et une fois que tu comprends, il est déjà trop tard. J'ai toujours trouvé Courage le chien peureux un peu plus étrange que les autres dessins animés de mon enfance. Même enfant, je ressentais que quelque chose n'allait pas. Il y avait une tension dans l'air, une peur sourde, que je ne retrouvais nulle part ailleurs. Ce n'est que bien plus tard, sur un serveur Discord dédié aux animations oubliées, que j'ai entendu parler de La brume de Courage. Ce titre m'a tout de suite intrigué. Je pensais d'abord qu'il s'agissait d'un fanmade. Mais l'un des membres du serveur affirmait qu'il avait en sa possession un enregistrement diffusé une seule fois au Royaume-Uni, très tard dans la nuit, sur un canal de test de Cartoon Network UK. L'épisode ne faisait pas partie des archives officielles. Il était absent de la liste des épisodes sur le site de Turner. Introuvable sur DVD. Pourtant, il disait l'avoir enregistré sur un vieux disque dur externe depuis une rediffusion satellite. Il a partagé un extrait. Dès les premières secondes, j'ai su que ce n'était pas une création de fan. Le style d'animation était trop précis, trop cohérent avec la série. Mais le ton, lui, était différent. Profondément différent. L'épisode commence avec Courage debout devant la maison, observant une brume épaisse s'étendre sur la plaine. Pas de musique. Pas de vent. Pas d'oiseaux. Juste le bruit de sa respiration. Muriel l'appelle, mais sa voix est faible, presque noyée. Elle parle lentement, comme dans un rêve. Eustace est absent. La brume devient de plus en plus dense.
Courage entre dans la maison et trouve Muriel assise à table, regardant fixement une assiette vide. Il tente de la faire réagir, mais elle ne bouge pas. Lorsqu'il la touche, sa peau semble devenir grise. Des veines sombres apparaissent sur son visage. Elle lève lentement les yeux vers lui et murmure « Il revient ». La télévision s'allume toute seule. Une vieille émission en noir et blanc défile, avec des images floues. Courage s'approche. À l'écran, on voit une version inversée de la maison, en ruine, recouverte de brume. Puis l'image devient nette, c'est de Stas. Il est debout dans le champ, les bras levés. Son visage est masqué, comme s'il portait un sac. On entend une voix grave, métallique, qui répète « Le brouillard est vivant ». À partir de là, tout bascule. La maison est progressivement envahie par la brume. Les murs suintent un liquide noir. Des bruits d'animaux agonisants résonnent à travers les couloirs. Courage tente de fuir, mais chaque porte qu'il ouvre le ramène dans la même pièce, encore et encore. Dans un plan particulièrement dérangeant, il se regarde dans un miroir et voit Eustace à sa place. Même posture, même masque. Puis il pousse un hurlement aigu, mais le son est étouffé, comme s'il était sous l'eau. Le climax de l'épisode montre Courage dans la cave, murmurant à lui-même dans une langue incompréhensible. Des silhouettes sombres l'entourent, sans forme définie, juste des ombres aux yeux rouges. L'une d'elles approche et lui tend une main griffue. Lorsqu'il la touche, l'image se brouille et devient blanche. L'écran reste blanc pendant exactement 30 secondes. Aucun son. Juste cette lumière oppressante. Puis, sans générique, sans musique, sans fin, l'image disparaît. Ce qui m'a glacé, ce n'est pas tant ce que j'ai vu, mais ce que j'ai ressenti après. Une lourdeur dans le crâne, un goût métallique dans la bouche, et cette sensation étrange que j'étais observé, même après avoir fermé mon ordinateur. J'ai essayé de revoir la vidéo, mais elle ne fonctionnait plus. Le fichier était là, mais chaque tentative d'ouverture affichait un écran noir. Le membre qui avait partagé l'extrait a quitté le serveur 2 jours plus tard. Son compte Discord a été supprimé. Tous ses messages, effacés. Officiellement, The Fog of Courage n'est qu'un projet pilote jamais diffusé, selon une réponse vague d'un animateur lors d'un vieux panel. Mais je sais ce que j'ai vu. Et je sais que la brume ne s'est pas dissipée depuis. Peu de gens le savent, mais Sesame Street a connu des segments qui n'ont été diffusés qu'une seule fois, souvent retirés de l'antenne après des plaintes de parents. Parmi ces épisodes, l'un des plus mystérieux et controversés est l'épisode numéro 731, diffusé à l'origine en 1976. Il ne s'agit pas d'une légende urbaine. Ce segment a réellement existé, du moins selon les registres de la Children's Television Workshop. Mais ce qui est étrange, c'est que toutes les copies officielles ont été retirées ou détruites, et l'épisode est depuis introuvable dans les archives de PBS. Il n'apparaît dans aucun coffret DVD, aucune rediffusion, et n'a jamais été mentionné dans les compilations commémoratives. Pourtant, des employés de l'époque et quelques téléspectateurs jurent l'avoir vu. Et aucun d'eux ne l'a oublié. L'épisode mettait en scène Margaret Hamilton, l'actrice connue pour son rôle de la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz. Elle y apparaissait en costume, interprétant le même personnage que dans le film de 1939. L'idée initiale était d'apprendre aux enfants à affronter leur peur. Mais ce qui a été diffusé ce jour-là allait beaucoup plus loin. Selon un témoignage retrouvé dans un vieux fanzine de télévision pour enfants, l'épisode commençait normalement, avec Big Bird et David dans la rue, lorsqu'un éclair traverse le ciel. Le vent se lève soudainement, et un bruit de tonnerre déforme la bande sonore. La sorcière descend du ciel sur un manche à balai, en hurlant, mais ce n'est pas une imitation caricaturale. Son jeu est trop réaliste, trop intense. Son rire dure trop longtemps. Elle cherche son balai magique, qu'elle dit avoir perdu quelque part dans Sesame Street. Elle devient de plus en plus menaçante, répétant qu'elle le reprendra, même si elle doit brûler toute la rue pour cela. Les personnages, au lieu de jouer le jeu, semblent vraiment inquiets. Certains spectateurs affirment que Cookie Monster tremble visiblement.
À un moment, elle, dans un caméo précoce avant son apparition officielle dans la série, se cache derrière une poubelle, en sanglotant. Mais c'est dans le dernier quart de l'épisode que tout devient véritablement troublant. La sorcière s'adresse directement à la caméra. Elle regarde les enfants qui regardent l'émission. Son visage remplit l'écran, les yeux exorbités, le maquillage dégoulinant à cause de la pluie qui tombe désormais sans discontinuer dans la scène. Elle chuchote, lentement, « Tu ne peux pas éteindre la télévision. Je suis déjà derrière toi. » Le son devient soudainement saturé. Des cris, très brefs, sont entendus. Puis la marionnette d'Oscar le Grouch sort de sa poubelle, mais au lieu de sa voix normale, il parle avec une voix grave, humaine. Il dit simplement « Elle a pris Gordon ». L'épisode se termine sans résolution. La sorcière n'est jamais vaincue. Elle récupère son balai, jette un sort vers la caméra et disparaît dans un bruit de feu. Le dernier plan montre un plan large de Sesame Street vide, sans musique. La pluie continue de tomber. Aucun personnage n'est visible. L'écran se fige pendant plusieurs secondes avant de passer au crédit silencieux. Les parents qui avaient laissé leurs enfants regarder cet épisode ont été nombreux à écrire aux chaînes PBS. Certains enfants ont eu des cauchemars pendant des semaines. Une rumeur persistante affirme que plusieurs lettres de plainte ont été accompagnées de dessins d'enfants représentant la sorcière dans leur chambre ou regardant par la fenêtre. Depuis, l'épisode 731 a été qualifié de disparu volontairement. Une archiviste de la PBS a confié, lors d'un colloque privé, qu'elle avait trouvé une copie sur bande 3/4, mais que le fichier avait été corrompu. Elle avait tenté de le lire. Le fichier s'ouvrait sur une image floue, un seul mot clignotant au centre. Encore. Ce qui rend cette histoire différente des autres, c'est qu'elle ne commence pas sur Internet. Elle commence en 2002, dans une salle de post-production de Cartoon Network à Atlanta. Un employé temporaire chargé de trier les bandes avait trouvé une cassette non étiquetée dans un carton d'archives, coincée entre deux versions de test de la saison 3. Il l'a mis dans un lecteur, espérant y trouver un épisode jamais diffusé. Ce qu'il vit l'a tellement bouleversé qu'il quitta son poste le jour même, sans donner de raison. La bande dura environ 11 minutes. Elle ne commençait pas par le générique habituel. Aucun son. Juste un écran noir qui restait figé pendant plus de 30 secondes. Puis une coupure soudaine, brutale, une image tremblante d'un quartier vide. Pas celui de la série. Une rue plus réaliste, silencieuse, grise. Les maisons semblaient abandonnées. L'image semblait avoir été dessinée à la main, mais sans couleur, comme un storyboard non finalisé. Il n'y avait aucun bruit, à part un léger grésillement en fond. Puis les personnages apparaissent. Ed, D, Double D et Eddie, mais très différents de leur design habituel. Leurs mouvements sont maladroits, désarticulés. Leurs corps sont allongés, presque déformés. Leurs visages, eux, sont figés dans des expressions de douleur. Les yeux exorbités, la bouche entr'ouverte. Aucun d'eux ne parle. Ils errent dans cette rue sans but, trébuchant parfois, se cognant contre les murs. La caméra les suit à distance, en tremblant. À plusieurs reprises, les couleurs changent brutalement, passant du sépia au rouge vif, puis au noir et blanc. Des images subliminales apparaissent, trop rapides pour qu'on les distingue. Certains ont tenté de les extraire image par image. L'une d'elles montrait ce qui ressemblait à un scanner médical du crâne d'un enfant. Une autre, un œil injecté de sang. Une autre, encore, une main humaine sur une table, avec les doigts tordus. À la 5e minute, Double D s'effondre. Ses bras se disloquent comme s'ils étaient en caoutchouc. Un cri aigu retentit, mais ce n'est pas sa voix habituelle. C'est une voix adulte, désespérée, humaine. Eddie regarde la caméra et sourit. Ses dents sont réalistes, tordues, trop nombreuses. Puis, un long plan fixe de la maison des Cankers. On entend des chuchotements, mais ils sont inversés. Quelqu'un a réussi à les rejouer à l'endroit, ils forment une phrase répétée en boucle. Ce n'est pas un dessin. Ce n'est pas un jeu.
Les dernières minutes de la vidéo deviennent presque impossibles à regarder. L'image se déforme en spirale, les visages fondent, se superposent. La caméra semble entrer dans la bouche d'Ed, révélant un tunnel sans fin, pulsant comme une gorge vivante. Puis l'écran devient rouge. Pas un rouge numérique. Un rouge sale, comme si l'écran saignait. Aucun son. Juste ce rouge, pendant exactement 64 secondes. La vidéo s'arrête soudainement. Pas de crédit. Pas de son. Rien. L'employé qui avait trouvé la bande a depuis refusé toute interview. Mais une rumeur circule parmi les anciens du studio, cet épisode n'aurait jamais été produit officiellement. Il ne figure dans aucun plan de production, aucune feuille de storyboard. Pourtant, plusieurs animateurs affirment l'avoir vu. D'autres prétendent que les visages dessinés dans cet épisode n'ont jamais été créés par un humain. Une copie numérique de mauvaise qualité aurait circulé brièvement sur un forum d'animation vers 2006, mais elle a été supprimée après moins d'une heure. Depuis, elle est introuvable. Certains disent qu'on ne peut pas la garder sur un disque dur, elle le corrompt, ou pire, elle modifie d'autres fichiers. Ce n'était pas un épisode test. Ce n'était pas une erreur de production. C'était une chose qui s'est glissée dans les archives. Un fragment d'autre chose. Et parfois, quand je revois un épisode normal, je remarque que les personnages clignent un peu moins des yeux qu'avant. Et que leur sourire reste, une seconde de trop. Je travaillais dans une société de doublage française spécialisée dans les dessins animés pour enfants. Un jour, on m'a confié une vieille bande, retrouvée par hasard dans les archives d'un ancien sous-traitant de Nickelodeon. Le fichier portait un nom étrange. Il n'était listé dans aucune base de données interne, ni associé à une saison ou un script existant. Mais ce n'est pas ça qui m'a immédiatement alerté. Ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est le silence. L'épisode commençait sans le générique habituel. L'écran affichait juste un ciel gris, nuageux, avec une musique en fond très lente, jouée au piano, presque désaccordée. La caméra descendait lentement pour montrer Dora, seule, assise sur un rocher. Elle ne disait rien. Elle ne souriait pas. Son sac à dos était fermé. Sa tenue était sale, froissée. Pas de carte. Pas de botta. Pas de chanson. Après une trentaine de secondes, Dora leva les yeux vers l'écran. Son regard était vide. Et elle dit, sans enthousiasme, dans un ton presque chuchoté, « Où suis-je » Puis un silence. Long. Inconfortable. L'écran se figeait parfois pendant une demi-seconde, comme si le fichier était corrompu. Dora se leva, titubant légèrement, et commença à marcher dans un décor inconnu. Ce n'était pas la forêt colorée des épisodes normaux. C'était un paysage sans fin, une plaine grise, sans ciel clair, sans lumière naturelle. Aucun son d'oiseau. Aucun bruit de vent. Elle demanda ensuite, « Tu veux m'aider » Mais il n'y avait pas de pause attendue. Pas d'interaction. Sa question flottait dans l'air, sans écho. Puis elle répéta la question, cette fois plus doucement. « Tu veux m'aider » Encore. Et encore. « Tu veux m'aider ? Tu veux m'aider » Puis elle s'arrêta. Elle regarda derrière elle. Il n'y avait rien, mais elle se mit à courir, comme si quelque chose la poursuivait. La caméra tremblait. Des formes floues apparaissaient parfois à la limite de l'écran, une silhouette noire, un œil, une main couverte de poussière. À un moment, elle se cacha derrière un arbre desséché. Elle chuchota, « Ils ont oublié. Ils m'ont oublié. Je ne sais plus où est la maison. » Elle sortit alors la carte. Mais elle était blanche. Complètement blanche. Elle pleura doucement. Le sac à dos prit la parole, mais sa voix était déformée, grave, métallique. Il dit simplement, « Tu n'as plus de destination. » Puis l'image changea brutalement. Un écran noir, avec un son aigu, constant. Au bout de quelques secondes, on vit une série de plans figés.
Dora allongée dans un lit d'hôpital, branchée à une machine. Une salle de classe vide, avec un dessin de Dora griffonné sur un tableau. Un journal télévisé montrant une fille disparue de 6 ans. Un gros plan sur un œil fermé, qui s'ouvre lentement. Le dernier plan de l'épisode est un champ de ruines, filmé de loin. Une petite silhouette traverse l'écran, minuscule, reconnaissable à son short rose. Dora. Mais personne ne l'appelle. Personne ne répond. Aucun sweeper, aucun nuit bien, aucune sortie. Puis, un texte blanc apparaît sur fond noir. Tu ne peux pas te souvenir de ce que tu as choisi d'oublier. J'ai coupé la bande. J'ai tenté d'en parler à mon supérieur. Il m'a regardé en silence, puis m'a dit que personne n'avait jamais enregistré d'épisode sous ce nom. Que le studio où le fichier aurait été retrouvé avait fermé en 2004. Et que, de toute façon, Dora ne parle jamais de « maison » dans aucun épisode. Ce mot n'existe pas dans ses scripts. Mais depuis, quand je regarde un vieil épisode classique pour les besoins d'un doublage, il m'arrive de l'entendre, très faiblement, derrière la bande-son normale. Une voix lointaine qui dit « Tu veux m'aider ?» Adventure Time a toujours flirté avec des thèmes sombres derrière son apparence colorée et enfantine. La série parlait d'un monde post-apocalyptique, d'êtres immortels, de magie noire et de solitude cosmique. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il existerait un épisode interdit, un segment jamais diffusé, que certains surnomment le roi Lick originel. L'histoire m'a été racontée par un ancien monteur freelance qui avait travaillé sur la saison 4. Il n'était pas un amateur de creepypasta. Il m'a parlé de cet épisode avec une gêne évidente, comme s'il en parlait malgré lui, contraint par la mémoire. L'épisode était listé dans les fichiers bruts sous le code S04X00, un épisode hors série, non destiné à la diffusion. La première différence se remarquait dès les premières secondes, aucun générique. L'épisode commençait dans le noir, avec un long silence. Puis, un bruit sourd, semblable à une pulsation, se faisait entendre. L'image s'ouvrait lentement sur un désert de cendres. Le ciel était noir, craquelé, comme une ancienne peinture. Au centre, une silhouette mince et recroquevillée, le Lick, mais pas comme dans les épisodes connus. Il n'avait pas de cape. Il ne flottait pas. Il était accroupi, immobile, les os tordus, le visage encore presque humain. À côté de lui, un crâne d'animal, partiellement enfoui dans la poussière. Le plan restait figé pendant plusieurs secondes, puis la créature levait les yeux et regardait directement la caméra. Des mots apparaissaient à l'écran, écrits à la main, comme gravés dans la pellicule. « Tu as laissé mourir le monde ». La suite de l'épisode était constituée d'un récit, raconté par le Lick lui-même. Pas par la voix utilisée dans la série. Une voix rauque, âgée, pleine de regrets. Il racontait comment il était né de l'échec, du silence des dieux et de la trahison des vivants. Des images accompagnaient ce monologue, la guerre des champignons, des humains désintégrés par la lumière, un bébé seul au milieu d'un cratère. Ce qui troublait, c'était que les visuels étaient dessinés dans un style différent, plus brut, comme des croquis animés. L'univers semblait saigner de lui-même. Les couleurs étaient ternes, délavées. Il n'y avait aucune trace de Finn ou de Jake pendant les 10 premières minutes. Puis, à la 11e, ils apparaissaient enfin, morts. Leur corps gisait dans une flaque noire, au pied d'un arbre fondu. La caméra restait fixe. Puis le Lick s'avançait lentement, les bras ballants. Il se penchait sur le cadavre de Finn et murmurait quelque chose d'inaudible. Soudain, Finn ouvrait les yeux. Pas les yeux du héros de la série. Des yeux humains. Réalistes. Terrifiés. Le dernier plan montrait ses yeux, remplis de larmes, tandis que le Lick murmurait « Tu m'as créé, Finn. Et je t'attendais. » La bande s'arrêtait net. Pas de crédit. Juste un bruit parasite qui se répétait, comme un disque rayé. Le monteur m'a confié qu'après avoir visionné cette bande, il avait reçu une note interne, épisode annulé. Ne pas archiver. Supprimé physiquement. Il ne l'a pas fait. Il a gardé une copie personnelle.
Il m'a dit qu'il l'a détruite 6 mois plus tard, après avoir commencé à faire des rêves où le leak se penchait sur son lit pour lui chuchoter des secrets en latin. Des secrets qu'il comprenait sans les avoir appris. Il m'a juste dit une phrase, avant de raccrocher pour de bon. Ce n'était pas un épisode. C'était une explication. Contrairement aux autres histoires de cette liste, Blue Cat Blues a bel et bien été diffusé. Une seule fois dans certains pays. Et même si on peut techniquement le retrouver, peu de gens savent à quel point cet épisode est différent, brisé, dangereusement humain. Il a été produit en 1956 par William Hanna et Joseph Barbera. Il ne fait que 7 minutes, mais chaque seconde pèse plus lourd que tout le reste de la série. Pas de course-poursuite. Pas de dynamite. Pas de jeu. Juste un chat en détresse. L'épisode commence de manière inhabituelle. Jerry, le narrateur, parle d'un ton grave, mélancolique. Il dit « Je n'oublierai jamais ce jour. Le jour où mon ami Tom a tout perdu. » On voit Tom assis sur une voie ferrée, tête baissée, l'air totalement vidé. La caméra fait un lent zoom sur son visage, sans musique. Jerry raconte alors les événements qui ont mené à cette scène. L'histoire est simple en apparence, Tom est tombé amoureux d'une chatte blanche, élégante, qu'un autre chat riche lui arrache peu à peu. Tom fait tout pour lui plaire, lui offre des bijoux, une voiture, des fleurs, tout ce qu'il possède, jusqu'à s'endetter, se ruiner, se détruire. Mais rien n'y fait. La chatte choisit le rival. Et Tom, lentement, perd le contrôle. Son regard devient vide. Il ne mange plus. Il ne bouge plus. Il dort sur le trottoir. Jerry, qui d'habitude est farceur, cruel même, essaie cette fois de l'aider. Mais il est impuissant. Tout ce qu'il peut faire, c'est observer et raconter. Vers la fin de l'épisode, la scène revient à Tom assis sur les rails. Jerry le rejoint, essayant de le raisonner. Puis, lentement, il s'assied à côté de lui, baissant la tête lui aussi. Le son d'un train approche, au loin. Le dernier plan est un zoom lent sur leur visage résigné, tandis que le bruit devient de plus en plus fort. L'écran devient noir, sans générique, sans chute, sans gag final. Cet épisode n'a rien de paranormal. Pas d'image subliminale, pas de hurlement caché. Pourtant, des années après sa première et unique diffusion sur certaines chaînes, il est régulièrement cité dans les témoignages d'adultes qui disent l'avoir vu enfant et avoir été marqué à vie. Ils parlent tous d'un même sentiment, le vide. Pas la tristesse d'une fin, mais l'absence d'espoir, l'effacement. Une forme de désespoir pur, qui semblait leur être transmis sans qu'ils sachent pourquoi. Plusieurs chaînes ont refusé de le rediffuser. Un ancien cadre de MGM aurait déclaré anonymement dans un documentaire « On ne le considère pas comme interdit, mais on préfère qu'il soit oublié ». D'autres vont plus loin. Une vieille légende urbaine affirme que Blue Cat Blues n'aurait été diffusé qu'en test dans certains foyers, dans les années 50, pour étudier l'impact émotionnel de la tristesse non résolue sur les enfants. Aucune trace officielle de cette expérience n'existe. Mais le fait qu'un cartoon aussi célèbre ait pu produire ce genre d'épisode, et l'enterrer aussi vite, continue d'alimenter les soupçons. Regarde-le si tu veux. Il est là, techniquement accessible. Mais sache que ce que tu ressentiras après, ce n'est pas de la nostalgie. C'est du silence. La série Peppa Pig a toujours été connue pour son ton joyeux, sa simplicité, ses couleurs pastel et son humour naïf. Mais au sein du studio original, Astley Baker Davis, circulait une rumeur persistante. Celle d'un épisode jamais diffusé, jamais mentionné publiquement, mais bel et bien produit sous la supervision d'un animateur qui aurait quitté l'équipe dans des circonstances étranges. Le fichier aurait été trouvé sur un disque dur interne daté de 2011, simplement intitulé Mumi-Bagon-Final MP4. Il n'était pas indexé avec les autres épisodes. Aucun nom d'artiste n'était rattaché à lui. Mais sa qualité d'animation, ses voix originales et le style exact laissaient peu de doute, c'était un véritable épisode. L'histoire commence presque normalement.
Peppa se réveille, saute dans son lit, rit, appelle maman cochon. Pas de réponse. Elle descend les escaliers. Papa cochon lit le journal, George joue avec Monsieur Dinosaure, mais maman cochon est absente. Peppa demande « Où est maman ?» Silence. Papa cochon reste figé, les yeux ouverts, sans expression. Finalement, il répond, lentement, « Maman est partie faire un très long voyage. » Peppa ne comprend pas. Elle pose la question à George, à Granny Pig, au narrateur même. Mais chacun répond de manière vague ou détourne la conversation. Le narrateur, d'habitude enjoué, parle cette fois d'un ton plat, presque distant. Parfois, les mamans partent. Et il faut apprendre à jouer sans elles. Plus l'épisode avance, plus l'ambiance se dégrade. Le ciel devient gris. Les musiques habituelles sont absentes. Les couleurs deviennent ternes. Peppa commence à parler toute seule. Elle joue à la dinette, pose des assiettes pour maman cochon, mais personne ne vient. Elle insiste, « Maman, tu es en retard. Tu vas être punie. » Une scène montre Peppa dans sa chambre, assise sur le sol, regardant une photo de famille. Mais la photo est différente. Le visage de maman cochon a été gratté. Les traits sont flous, presque effacés. Peppa demande alors. « C'est moi qui l'ai oublié, ou c'est vous ?» Puis, un son discret commence à monter. Un tic-tac de montre. Constant. Inévitable. Dans l'avant-dernière scène, Peppa entre dans la cuisine et trouve papa cochon assis dans l'obscurité. Son visage est couvert d'ombre et il dit seulement « Tu l'as laissé partir, Peppa. Tu n'as pas dit au revoir. » La dernière image de l'épisode est un plan fixe de la chambre vide. Pas de Peppa, pas de George. Seulement une lettre griffonnée laissée sur le lit. On ne la lit pas en entier. Seules les premières lignes sont visibles. « Je suis désolé de devoir partir sans un bisou. J'ai attendu, mais tu ne m'as pas appelé. Je t'aime. » Écran noir. Le studio n'a jamais reconnu l'existence de cet épisode. Officiellement, il n'existe aucun script similaire. Pourtant, d'anciens employés ont confirmé qu'un storyboard comportant ce thème avait été brièvement étudié, mais refusé aussitôt. Mais l'épisode existe. Une poignée de personnes l'ont vu lors d'une projection test qui n'a duré qu'une journée. Et selon une rumeur étrange, une version corrompue aurait brièvement circulé sur YouTube Keys, provoquant une série de plaintes. Ces plaintes auraient toutes été classées, et les familles concernées n'auraient jamais été contactées à nouveau. Peppa ne prononce jamais le mot maman dans les épisodes suivants. Elle dit Mimi, bien sûr. Mais jamais maman. Et parfois, juste avant qu'un épisode ne commence, certains enfants disent entendre une toute petite voix demander « Tu m'as oublié ?» Arthur est l'une des séries pour enfants les plus longues et les plus diffusées de l'histoire de la télévision. Elle prône la gentillesse, l'ouverture d'esprit, l'apprentissage et l'amitié. Mais selon une poignée d'anciens employés de WGBH Boston, le tout dernier épisode jamais diffusé, le vrai, n'a jamais été montré au public. Officiellement, la série s'est terminée sur un épisode doux amer où Arthur est adulte, devenu auteur de bande dessinée, entouré de ses amis également adultes. Un épilogue classique. Mais il existe une autre version. Un épisode final test, produit en interne, qui fut immédiatement retiré du plan de diffusion après sa première lecture en salle. Son titre de travail était épisode 666, Le futur n'existe pas. L'épisode commence dans une salle de classe vide. Aucun élève. Juste Arthur, assis seul à son pupitre. Il semble plus âgé. Sa fourrure est ébouriffée. Il ne sourit pas. Il écrit dans un cahier, lentement, en silence. Aucun son. Aucun mouvement de caméra. Puis, des flashbacks. Mais quelque chose cloche. Les souvenirs de ses aventures sont déformés. Les couleurs sont ternes, les voix sont absentes. On revoit DW, Buster, Francine, mais leurs visages ne sont pas expressifs.
Leurs regards sont fixes, presque vides. Ils apparaissent dans des couloirs vides, sur des balançoires immobiles, ou dans des salles de classe sans fenêtres. Un plan montre la famille d'Arthur à table, mais tous mangent en silence. La mère fixe son assiette. Le père fixe un mur. DW est absente. Arthur demande « Où est-elle ?» Pas de réponse. Juste un zoom lent sur une chaise vide. Au bout de 6 minutes, l'épisode change brusquement de ton. Un bruit de bourdonnement s'installe. Arthur marche dans Elwood City, mais la ville est déserte. Les maisons sont fermées, les fenêtres noires. Il passe devant la bibliothèque, la salle de concert, le Sugar Bowl, toutes fermées. À chaque lieu, il murmure « On n'est plus là. Ils sont tous partis. C'est moi qui suis resté. » Dans une scène plus longue, il entre dans sa vieille classe. Il y a un tableau. Dessus est écrit en lettres rouges. La dernière leçon, rien ne dure. Il s'assoit à nouveau, face à la caméra, et dit, cette fois clairement, sans doublage enfantin. Ils m'ont laissé là pour qu'on n'oublie pas. Mais personne ne regarde vraiment, n'est-ce pas? Puis viennent des plans figés, lents, d'anciens lieux de la série, la maison, la cour d'école, le parc. Tous vides. Aucun son. Un silence parfait. La toute dernière scène montre Arthur debout devant un miroir. Son reflet ne le suit pas. Son reflet lui tourne le dos. Puis, sans avertissement, ils font en noir. Une phrase s'affiche à l'écran, en lettres blanches sur fond noir, avec une typographie manuscrite tremblante. Si tu te souviens de moi, je ne disparais pas. Mais si tu arrêtes de regarder, je tombe. L'épisode ne comporte pas de crédit. Il n'y a pas de signature de studio. Il s'efface littéralement, comme s'il se refusait à exister. Plusieurs témoins internes affirment que le fichier original a été supprimé sur ordre direct, et que ceux qui ont participé à son montage ont signé une clause de confidentialité. Mais un détail a été remarqué par ceux qui ont vu l'épisode avant sa suppression. Lorsqu'on regarde le tout premier épisode de la série, juste avant le générique, on aperçoit Arthur en train d'écrire dans un cahier. Pendant un seul instant, le plan est presque identique à celui du dernier épisode. Même posture. Même lumière. Et si l'on ralentit l'image image par image, on voit qu'il écrit un mot sur la première ligne. Le mot est « seul ». La série Pingu est connue pour son animation en pâte à modeler, ses situations légères, et son langage inventé incompréhensible mais universellement charmant. Pourtant, au sein des archives de SRF, la télévision suisse d'origine de la série, un court-métrage interne circule encore sous le titre Le cauchemar dans la glace. Il n'a jamais été diffusé à la télévision. Il n'a jamais été doublé. Il a été produit à la fin des années 90, puis verrouillé. Le fichier, selon les quelques employés qui l'ont vu, dure 6 minutes 13 secondes. Il ne commence pas par le générique habituel. Juste un écran noir, avec un bruit faible, semblable à un vent glacial soufflant dans un tunnel. Puis, une vue fixe de l'igloo de Pingu, vue de loin, perdue dans une plaine blanche, sans aucun ciel visible. La caméra reste immobile pendant au moins 20 secondes. Aucun mouvement. Aucun son. Puis, un fondu enchaîné nous fait entrer dans l'igloo. Pingu est là, mais son apparence est légèrement différente. Plus pâle. Plus maigre. Ses yeux sont plus petits, plus rapprochés. Il ne parle pas. Il regarde un mur nu, assis en tailleur. Aucun des autres personnages n'est présent. La pièce est vide. Pas de meubles. Pas de décoration. Juste la glace. Il sort de l'igloo. La neige tombe, lentement. Mais il n'y a aucun bruit. Même ses pas ne produisent aucun son. Il marche, passe devant des igloos abandonnés. L'un d'eux a une porte entr'ouverte. À l'intérieur, une silhouette sombre est assise, tournée vers le mur, immobile. Pingu ne dit rien. Il baisse les yeux, continue. Puis l'épisode bascule.
Le ciel devient noir en une seule image. Soudainement, des ombres immenses traversent l'écran, rapides, indéfinissables. Un bruit sourd, semblable à un râle, résonne. Pingu court. La caméra le suit de très près. Mais ses pas ne laissent plus de traces. La neige sous ses pieds fond à son passage, révélant une glace noire, comme un miroir. Il tombe dans un trou, sans transition. Le trou est vertical, sans fin. Il tombe pendant près d'une minute. L'animation devient plus chaotique, plus tremblante. Ses membres se déforment légèrement. Ses yeux s'agrandissent. Finalement, il atterrit dans une caverne souterraine. Des blocs de glace suspendus au plafond semblent contenir des choses. Des silhouettes. Des copies de lui-même. Tous immobiles, figés, certains le regardant. Il passe devant eux sans réagir. Dans le dernier segment, Pingu s'approche d'un mur couvert de givre. Il souffle dessus. Le givre fond lentement pour révéler un miroir. Il se regarde. Son reflet bouge différemment. Puis, lentement, son reflet lui sourit. Pas un sourire d'enfant. Un rictus. Large. Avec des dents. Le miroir se brise. L'image clignote. Puis l'écran devient noir. On entend un dernier son, très faible, une voix humaine, chuchotant quelque chose en allemand. Certains ont réussi à l'isoler. Elle dit « Tu n'as jamais été seul ». Ce court-métrage, bien que jamais officiellement reconnu, a été confirmé par au moins 3 animateurs ayant travaillé sur la série. L'un d'eux a affirmé que l'épisode avait été produit lors d'une expérimentation artistique visant à représenter la peur existentielle du vide et de la répétition. Mais la production a été immédiatement interrompue lorsqu'un groupe test d'enfants a réagi avec des crises d'angoisse. Certains ont refusé de dormir avec la lumière éteinte pendant des semaines. L'original a été supprimé des serveurs centraux. Mais une copie existerait encore dans une archive privée. Et si vous entendez, dans un vieil épisode de Pingu, un souffle glacé dans le silence, ce n'est peut-être pas une erreur de mixage. Il est difficile d'imaginer que quelque chose de vraiment dérangeant ait pu sortir d'une série aussi bienveillante que Barney et Friends. Le dinosaure violet est synonyme d'amour, de chansons simples et de messages positifs. Mais selon d'anciens employés de Hounet, la chaîne PBS affiliée à certaines diffusions pilotes, il aurait existé un épisode jamais diffusé, et très vite censuré en interne. Le titre ? Je t'aime pour toujours, un nom qui semble banal, jusqu'à ce que l'on découvre ce qu'il contient. L'histoire a émergé d'un vieux forum de techniciens de la télévision éducative. Un utilisateur prétendait avoir retrouvé une VHS sans étiquette dans une caisse d'épisodes test destinée aux rediffusions locales dans les années 90. L'étiquette manuscrite disait seulement « ne pas diffuser ». Il a décidé de la numériser. Et c'est à ce moment-là que tout bascula. L'épisode commence de façon normale. Les enfants chantent dans la cour de récréation, les décors sont familiers. Soudain, la caméra semble perdre son axe, elle tremble brièvement, se recentre. La couleur de l'image est légèrement désaturée. Lorsque Barney apparaît, sa démarche est plus lente. Il ne saute pas, ne s'exclame pas. Il entre en scène en silence. Un enfant court vers lui. Barney ne bouge pas. Il regarde l'enfant, puis le serre dans ses bras sans un mot. Ce câlin dure plus longtemps que d'habitude. Beaucoup trop longtemps. L'enfant semble mal à l'aise. Il recule. Barney parle alors, « Je t'aime. Je t'aime, pour toujours. » Sa voix est différente. Plus basse. Plus lente. Comme ralentie numériquement. Les enfants ne réagissent pas comme d'habitude. Ils restent immobiles. La musique ne démarre pas. L'épisode avance sans les chansons, sans les jeux. Chaque scène semble s'allonger artificiellement. Il n'y a pas de coupe classique. Tout est filmé en plan séquence, avec des zooms lents sur les visages des enfants, qui paraissent confus, fatigués. Vers la 5e minute,
la cour de récréation commence à se vider. Les enfants disparaissent un à un. Mais Barney reste au centre du décor, répétant toujours la même phrase à chaque apparition. Je t'aime. Pour toujours. Même quand tu pars. Puis l'image commence à se détériorer. Des artefacts numériques apparaissent. À chaque apparition de Barney, son costume semble plus usé, sa tête légèrement inclinée. Ses yeux deviennent plus brillants. Certains prétendent avoir vu des pupilles humaines apparaître brièvement dans les yeux en plastique. Dans la dernière partie de l'épisode, la caméra filme une salle de classe vide. Sur chaque chaise est posée une peluche de Barney. Aucune voix. Aucun mouvement. Sauf une. Une peluche tourne lentement la tête vers la caméra. Ce n'est pas une animation. C'est un mouvement physique. Un son grésillant démarre. La voix de Barney, très déformée, chante alors une version ralentie de la célèbre chanson. Puis l'écran devient noir. Il reste ainsi pendant 45 secondes. Enfin, un texte blanc apparaît, sans aucune police typique de la série. Si tu ne m'aimes plus, j'attendrai que tu m'aimes de nouveau. Le technicien qui a vu la bande raconte qu'il a immédiatement déconnecté le magnétoscope. Le fichier numérique qu'il avait créé à partir de la VHS s'est effacé de lui-même. Il ne restait que le fichier TXT de log contenant le nom du fichier. PBS n'a jamais confirmé ni infirmé l'existence de cet épisode. Mais depuis, certains enfants, aujourd'hui adultes, disent se souvenir d'un épisode étrange où Barney ne chantait pas. Où il ne bougeait presque pas. Où il leur disait simplement « Je t'attends ». La série Télétubbies, conçue pour les très jeunes enfants, a toujours eu une ambiance un peu étrange. Les personnages muets à l'allure extraterrestre, les décors surréalistes, les mouvements lents et répétitifs, mais rien ne laissait imaginer qu'un épisode aussi profondément dérangeant ait pu exister. L'épisode en question s'intitulerait Shadow Tinky Winky, ou Tinky Winky de l'ombre. Il aurait été produit très tôt dans le développement de la série, en tant que test de contraste et d'obscurité pour vérifier les réactions des très jeunes enfants à des changements de ton plus calmes. Il n'a jamais été diffusé, mais des employés de Ragdoll Productions ont confirmé son existence, sous un autre nom de travail. Voici ce que raconte cette séquence. L'épisode débute normalement, mais sans le soleil bébé. Le ciel est gris, complètement couvert. Aucun son ne se fait entendre. Le gazon est plus sombre, les collines n'ont pas les fleurs habituelles. L'environnement semble abandonné. La voix du narrateur ne se fait pas entendre. La caméra montre la maison des Télétubbies, mais elle est fermée. Aucune porte ne s'ouvre. Aucun personnage ne sort. Puis, au bout de presque 2 minutes de silence, Tinky Winky apparaît. Seul. Il se tient au sommet d'une colline, complètement immobile. Son antenne tremble légèrement. Il ne bouge pas. L'image est fixe. Soudain, l'image se distord. Un effet de boucle commence. Le plan se répète, de plus en plus rapide, jusqu'à devenir chaotique. Puis, écran noir. Quand l'image revient, Tinky Winky est dans la plaine. Mais il n'est plus violet, il est entièrement noir, mat, sans reflet. Son visage est vide. Pas de bouche. Pas d'yeux. Juste un ovale pâle, sans expression. Un bruit, presque inaudible, commence à se faire entendre, un souffle, comme le vent dans un tunnel. Ensuite, une voix déformée, profonde, dit simplement « Il ne veut plus jouer ». Shadow Tinky Winky commence à marcher lentement. Il traverse les lieux connus, la colline, le toboggan, la maison. Tout est vide. Il touche les objets autour de lui. Chaque chose qu'il touche devient grise, statique, comme figée dans le temps. Puis il entre dans la maison. Le plan montre les autres Télétubbies assis à table. Leur tête est baissée. Leurs antennes sont cassées. Aucun d'eux ne réagit. Shadow Tinky Winky les approche un à un. Il pose sa main sur chacun. Un à un,
ils s'éteignent. Littéralement. Leur écran ventral devient noir, et leur corps s'immobilise comme des statues. Le dernier plan de l'épisode est une vue aérienne. Shadow Tinky Winky sort seul de la maison. Il regarde le ciel. Le soleil bébé réapparaît enfin, mais il ne rit pas. Il pleure. Puis, un son strident brise le silence, et l'image devient rouge pendant une fraction de seconde. Un texte blanc clignote brièvement. Tu n'aurais pas dû le voir. Puis l'épisode se coupe. Il n'a jamais été rediffusé. Aucune copie publique ne circule, mais une version fragmentaire serait apparue brièvement sur un forum de parents en 2005, où plusieurs utilisateurs rapportèrent que leurs enfants avaient fait des cauchemars sans même avoir vu l'épisode eux-mêmes. Juste en entendant le bruit. Celui du souffle. Depuis, certains affirment que dans les rediffusions ordinaires de la série, il arrive parfois que Tinky Winky s'arrête, juste une seconde, et regarde la caméra d'une manière un peu trop humaine. Et si vous ralentissez le moment image par image, vous verrez peut-être l'ombre derrière lui. L'autre lui. Celui qui ne veut plus jouer. LazyTown était une émission excentrique, dynamique, toujours optimiste. Elle mêlait acteurs réels et CGI dans un univers étrange mais énergique, porté par le duo emblématique, Sportacu, le héros sportif, et Robbie Rotan, l'antagoniste comique. Mais selon d'anciens techniciens d'une société islandaise partenaire de la production, il existerait un épisode test, réalisé durant une pause de tournage, qui n'aurait jamais été destiné aux enfants. Son nom n'apparaît dans aucune archive officielle. Mais sur un ancien disque dur formaté du studio où il pupait, un fichier aurait été récupéré accidentellement. Voici ce qu'il contenait. L'épisode commence sans le générique habituel. L'image est floue. On distingue LazyTown, mais quelque chose cloche immédiatement. Le décor semble abandonné. Il n'y a aucun enfant. Pas de Stéphanie. Pas de Sportacu. Les maisons sont sombres, et l'éclairage semble naturel, sans les teintes saturées qu'on associe habituellement à la série. La caméra suit Robbie Rotan. Il marche dans les rues. Il ne parle pas. Il regarde autour de lui, confus, inquiet. Son costume est froissé, et son maquillage semble à moitié effacé. On l'entend murmurer, difficilement. Où sont-ils passés? Où êtes-vous tous? Il entre dans sa tanière souterraine. L'endroit est en désordre. Des objets cassés, des plans griffonnés partout. Il fouille frénétiquement dans ses tiroirs, cherche son miroir, tente de réparer ses antennes, mais rien ne marche. Il crie « Sportacu ! Reviens ! Tu gagnes, d'accord? Tu peux tout avoir. Mais viens !» Personne ne répond. Puis l'épisode change. L'image se coupe. Une série de plans rapides montre des scènes muettes. Robbie assis sur le sol, regardant un écran éteint. La chambre vide de Stéphanie, avec des vêtements laissés sur le lit. Une horloge sans aiguille, dont le tic-tac continue. Le journal de Robbie, griffonné en lettres tremblantes, « Je ne voulais pas être seul. C'était juste pour m'amuser. » La bande-son devient de plus en plus saturée. On entend une version ralentie du thème « You Are a Pirate », presque méconnaissable, joué comme une berceuse inquiétante. Robbie monte enfin au sommet de la tour de LazyTown. Il regarde l'horizon. Le ciel est rouge, brûlé. Il ferme les yeux et dit « Je pensais qu'ils avaient besoin de moi pour rire. Je ne savais pas que j'avais besoin d'eux pour exister. » Puis il s'écroule. La caméra reste fixe sur son corps inerte. Aucun générique. Aucune musique. Un carton noir apparaît, sur lequel est écrit « LazyTown est vide sans ses enfants ». Certains anciens employés ont confirmé que cette séquence avait été tournée comme une expérimentation émotionnelle, jamais destinée à être diffusée. Une sorte de monologue de l'antagoniste, réalisé dans une journée libre par l'acteur Stefan Karl Stephenson lui-même, en hommage à la solitude inhérente de son personnage. Mais la vidéo a été classée, bloquée, puis perdue dans les archives.
Ceux qui l'ont vu disent que quelque chose s'est glissé dans les plans. Dans les reflets. Derrière les rideaux. Un visage qu'on ne reconnaît pas. Une bouche qui ne bouge pas. Mais qui observe. Et lorsque vous regardez un épisode classique de Lazy Town, très attentivement, dans certains cadres larges, dans les recoins du décor, il semble qu'il y ait une silhouette. Quelqu'un qui attend encore que les autres reviennent. Blue's Clues était une série conçue pour les enfants d'âge préscolaire, douce, participative, pleine de couleurs pastel et de chansons simples. Mais dans les serveurs de Nickelodeon, il aurait existé un épisode qui n'a jamais atteint la diffusion. Un segment dont même les plus anciens membres de l'équipe évitent de parler. Son nom apparaît dans un ancien fichier XML d'organisation de saison comme un doublon perdu. Ce fichier n'existe plus dans les systèmes. Il aurait été physiquement détruit. Mais 2 personnes, anciennement monteurs audio dans le département de post-production, affirment l'avoir vu. L'épisode commence normalement, presque comme tous les autres. Steve entre à l'écran, tout sourire, et salue le public. « Salut! Tu veux jouer à Blue's Clues ?» Mais immédiatement, quelque chose cloche. Le ton est forcé. Sa voix est légèrement trop aiguë, comme modifiée numériquement. Il ne regarde pas la caméra, mais légèrement à côté. Son regard est instable. Inquiet. Blue entre à l'écran, mais elle ne saute pas. Elle ne jappe pas. Elle regarde Steve sans bouger. Il lui dit, « Aujourd'hui, on attend une lettre très spéciale. » Il répète cette phrase 3 fois au cours des 2 premières minutes, à des moments où ça n'a aucun sens. Le reste des éléments familiers est absent, pas de carnet de notes, pas de chaise pensée, pas d'indices visibles. Steve se promène dans la maison, ouvre des portes, des placards, appelle Mailbox, mais tout est vide. La musique de fond devient de plus en plus faible à mesure que l'épisode avance. À un moment, Steve s'arrête devant une boîte aux lettres grises, non animée, posée sur le sol au milieu du salon. Il la fixe pendant très longtemps. Puis il murmure, « Tu crois que c'est aujourd'hui qu'elle va arriver ?» Il s'agenouille lentement, prend une enveloppe déjà là, sans animation, sans effet. Elle est usée, tachée, mais sur le devant, écrit à la main, on peut lire, pour Steve. Ne pas lire seul. Il ouvre lentement la lettre. À l'intérieur, une simple feuille pliée, sur laquelle on distingue des mots tracés au crayon. Tu as oublié. Steve commence à lire le contenu à voix haute. Sa voix tremble. Il lit plusieurs phrases incohérentes, entrecoupées de silence. Tu ne t'es jamais dit au revoir. Elle a attendu que tu l'appelles. Blue n'est pas ton amie. Elle est ton souvenir. Il s'arrête. Regarde la caméra. Ses yeux sont rouges. Il dit, « Je croyais que j'étais parti pour de bon. Mais je suis encore là. Et je n'arrive pas à m'en aller. » Le reste de l'épisode se déroule sans dialogue. Steve s'assoit sur le sol, le dos tourné. Blue le regarde. Elle s'approche lentement. Puis, pour la première et seule fois dans toute la série, elle parle. D'une voix grave, calme, « Tu dois lire la dernière lettre. » Steve se retourne, paniqué. L'image devient floue, presque fondue. Un cadre noir apparaît, sur lequel une écriture blanche tremblante défile, comme tapée en direct. La lettre est pour toi. Tu dois la lire maintenant. Elle est chez toi. Regarde sous ton lit. L'écran reste noir. Et l'épisode se termine. Le fichier a été supprimé sur ordre direct, sans explication publique. Les doublures voix ont été réenregistrées. Aucun backup ne reste, sauf selon certaines rumeurs, une version cryptée sur un disque dur verrouillé au sein des archives de Viacom CBS. Mais ce qui est le plus troublant, ce sont les témoignages d'enfants, aujourd'hui adultes, affirmant se souvenir d'un épisode de Blue's Clues qu'ils n'arrivent pas à retrouver. Ils se rappellent vaguement de Steve en larmes, de Blue immobile, d'une lettre étrange. Et tous décrivent la même chose, à la fin, une sensation qu'un message leur était adressé. Pas à leur personnage préféré. Pas à Steve.
mais à eux. Une lettre qu'ils n'auraient jamais dû recevoir. Une lettre qu'ils n'ont jamais jetée. Et qu'ils retrouvent parfois, en rêve, glissée sous leur porte. J'étais stagiaire chez Nickelodeon en 2005, affecté au département d'animation. Mon travail consistait surtout à archiver les anciens épisodes, corriger des métadonnées, ou faire du tri dans les bandes de test. C'était banal. Jusqu'à ce jour. Un après-midi, on nous demanda de réviser un épisode encore inédit de Bob l'éponge pour la saison à venir. Le fichier portait un nom simple, carlo-suicide-final.avi. Personne n'y prêta attention au début. Les créateurs aiment parfois donner des noms absurdes à leurs fichiers internes. Nous étions 6 dans la salle de visionnage. L'un des superviseurs, 2 animateurs, moi, et 2 autres stagiaires. L'épisode commença comme d'habitude, avec le générique classique. Rien d'anormal. Le titre de l'épisode apparaissait ensuite sur un fond noir, le suicide de Carlo. Un silence inconfortable s'installa dans la salle. Ce devait être une blague, ou un test. On riait nerveusement. Le style graphique semblait plus granuleux, moins coloré que d'habitude, mais nous avons continué à regarder. L'épisode débutait sur Carlo en train de répéter à la clarinette, préparant un concert important. Il jouait horriblement faux, comme toujours. Bob l'éponge riait à travers le mur, ce qui agaçait Carlo. Jusque-là, tout était cohérent avec le ton habituel de la série. Le concert arriva. L'éclairage était sombre, presque réaliste. Le public avait des yeux vides, fixes. Pas de sourire, pas d'applaudissements. Carlo souffla sa première note. Une cacophonie immonde. Des enfants du public commencèrent à pleurer, mais sans son. Un silence pesant s'étira, puis les pleurs devinrent audibles, déformés, métalliques. La caméra fit un zoom lent sur Carlo, qui tremblait, ses yeux rougis. Soudain, l'écran clignota. Une fraction de seconde. Une image fixe. Un enfant mort. On se regarda, mal à l'aise. Le plan revint sur Carlo dont le visage était désormais difforme. Ses yeux étaient injectés de sang, son nez saignait. Il pleurait, mais ses larmes étaient rouges. Des flashs brefs se succédèrent ensuite toutes les 10 secondes. Des photos réalistes. Des visages défigurés. Des scènes d'accidents. Des cadavres. À chaque image, le son montait en intensité. Un mélange de cris, de bruits d'animaux blessés, de déformations audio. Certains stagiaires quittèrent la salle. Je restais, paralysé. Mon cœur battait à tout rompre. Vers la fin, Carlo était assis sur son lit, seul. Les lumières vacillaient. Il se balançait d'avant en arrière. Il répétait la phrase « Je n'étais pas censé exister ». Ses yeux tombèrent lentement de son visage, laissant 2 cavités sombres. Il se saisit ensuite d'un revolver placé sur la table de nuit, le pointa sur sa tempe, et tira. Le son fut brutal, sec. Un écran noir suivit. Mais pas de générique. Pas de retour au menu. Juste une dernière image fixe, un dessin d'enfant, griffonné au crayon, représentant Carlo pendu, entouré de mots flous, presque invisibles, « Aidez-moi ». Pourquoi moi? C'est réel. Le fichier disparut des serveurs la semaine suivante. On nous fit signer un document de confidentialité, sous prétexte que nous avions vu une version non validée, abandonnée. Officiellement, l'épisode n'a jamais existé. Mais je me souviens encore du regard de Carlo. Et des cris. Surtout des cris. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.